Gars sont passés par là. Dans la cour, l'heure n'est pas encore à la réconciliation. Pourquoi ce titre? Parce que le problème identitaire s'est posé en Côte d'Ivoire et il est encore d'actualité. En tant que journaliste, je suis allé sur le terrain, j'ai vécu beaucoup d'événements. Je vous dis par exemple, j'étais au Patriote lorsque j'ai initié une enquête sur la région de Tabou en 2000. En 2000, c'était un an après les événements de Tabou. En fait, les guerres, les problèmes tribaux ont commencé en 1999, lorsque les jeunes Kroumen ont été actionnés pour s'en prendre aux paysans qui étaient dans la région. Et un sociologue belge qui était venu à l'époque, Benoît Chouer, qui était allé également sur le terrain, qui avait interrogé. La vidéo est toujours disponible où les gens expliquent pourquoi et comment ils en sont arrivés là. Donc un an après, j'ai voulu aller voir ce qui restait de Tabou. Et donc je suis allé vers la frontière libérienne et j'ai vu, et là j'ai compris que non, quelque chose de plus grave menaçait la Côte d'Ivoire. Donc c'est à ce moment que j'ai pensé à écrire ce livre, pour dire attention, il faut arrêter dès maintenant, sinon quelque chose de plus grave va arriver. Malheureusement, je n'ai pas pu l'éditer, le publier pendant toutes ces années, et jusqu'à ce que les événements que je prévoyais se produisent. La plus grande difficulté a été d'écrire sur la crise en tant que, certains pourraient dire, acteur, partie prenante, puisque moi-même je suis au plan ethnique originaire du Nord et que la crise opposait le Nord pratiquement au Sud. Donc la première réaction, les gens se disent « Ah, si c'est un Djoula qui écrit, c'est que c'est partisan ». Alors que c'est un travail scientifique. Le sociologue Benoît Chouer m'a dit la même chose. Dès le départ, quand je lui ai parlé du projet, il m'a dit c'est un livre qui est difficile à écrire. Parce que même si tu dis la vérité, on va dire non, c'est parce que tu es de tel bord que tu dis ceci. Mais quand il a vu le produit final, il a d'ailleurs été le premier à acheter ce livre. Il a lu et une semaine après, il m'a fait, je n'avais pas dit un atalakou, mais il m'a vraiment félicité. Justement pour montrer que ce n'est pas une question de prise de position. Le livre relate les faits. Je suis allé à l'origine pour dire que l'ivoirité, ce n'est pas le président Bédié qui l'a créé. L'ivoirité existait avant. Et pour ceux qui liront le livre, il ne faut pas se limiter à la surface. Voilà, c'est un livre qui est vraiment complet. Je suis allé jusqu'à la colonisation. En fait, le problème vient de la colonisation française. Ce sont les Français qui avaient des difficultés avec les musulmans et les djoulas. Et ils ont, certaines populations au sud ont intériorisé cela et ça a été magnifié, cette politique a été poursuivie à l'indépendance. Voilà, jusqu'à ce que, sous Bédié, on donne le nom ivoirité. Voilà. Et après Bédié, on a vu avec Gbagbo l'application violente de l'ivoirité. Parce qu'au début, c'était des moqueries, des injures, des brimades. Et puis progressivement, on est passé à ce qu'on appelait les bavures. On sait qui gère le transport. On dit ce sont les Djoula qui sont les chauffeurs de taxi. 1, 2, 3, bavure policière, un policier abattu, un chauffeur de taxi. C'est comme ça que la chose a commencé à devenir de plus en plus violente. Jusqu'à ce que maintenant on lance des messages à la radio, à la télévision, où on indexe carrément toute une communauté ethnique et religieuse. Et là, ça a été l'application la plus violente de l'ivoirité. La haine qui a fait tellement de mal à la Côte d'Ivoire, cette haine-là persiste jusqu'à aujourd'hui. Je ne sais pas si vous avez suivi récemment, il y a peut-être 1 ou 2 semaines de cela, à la faveur de l'arrestation du président du conseil régional de, je sais pas, de Bouaké ou quoi,
on a vu une vidéo qui a circulé sur les réseaux sociaux où un monsieur, la Côte d'Ivoire appartient au Baoulé. Alassane, c'est un Burkinabé. Il ne faut pas minimiser ces choses. En fait, c'est pour ça que j'ai écrit ce livre. Pour dire, les gens ont intériorisé trop de fausses choses dans la tête, qu'ils prennent pour la vérité. Et comme il n'y a pas eu de correction, mais c'est devenu de la vérité pour eux. Et c'est vraiment ancré dans la tête des gens. Ça a été martelé. Il y a eu un lavage de cerveau pendant des décennies en Côte d'Ivoire. Pour faire ramener les gens à la raison, ça va être difficile. Parce que certains, on se voit dans la rue, on bavarde, on rigole, mais quand vous approchez certaines personnes, vous sentez qu'ils ont quelque chose à l'intérieur d'eux-mêmes contre leurs propres frères. Ce que je veux, c'est d'abord que chacun accepte son origine, qu'il sache que, comme l'a dit le professeur Barthélemy Kochi, personne n'est tombé du ciel. Nous venons tous de quelque part. Personne n'est tombé du ciel, même si dans les contes de nos villages, on dit oui, la chaise est tombée du ciel. C'est faux. Nous venons tous de quelque part. Il y a eu des migrations de population et nous sommes tous issus de ces migrations. Les médias d'État, Fraternité Matin, la télévision, la radio ont été utilisés pour soulever la population du Sud contre le Djoula. Ce n'est pas quelque chose qui est caché, les enregistrements existent jusqu'à aujourd'hui. Et l'ONU ici même l'a dit. À l'époque, l'ONU ici avait fait un communiqué pour dire faites attention aux messages de haine que vous lancez. Sachez qu'ils sont enregistrés et qu'ils pourront être utilisés contre vous. C'est pour ça qu'il y a le procès de la CPI contre Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé. Voilà. Donc, accepter ce fait. Oui, on reconnaît qu'on a fait ceci. Et quelles leçons en tirer? Faisons en sorte que, à partir de maintenant, plus jamais une communauté ethnique, qu'elle soit minoritaire ou majoritaire, une communauté religieuse ne soit jetée à la vindicte populaire, comme ce qui s'est passé. La question que vous posez me fait penser à ceux qui disent, par exemple, on juge un camp contre l'autre à la CPI. Pourquoi on ne juge pas les deux camps? Je dis c'est une question qui ne mérite même pas d'être posée. Après la Deuxième Guerre mondiale, on a jugé les Allemands, on n'a jamais jugé les Français ou bien les Américains. Voilà. Ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, c'est qu'il y a un pouvoir qui avait la police, qui avait la gendarmerie, qui avait l'armée, qui avait les miliciens et qui sévissait contre le reste de la population. Et les gens ont essayé par tous les moyens d'arrêter cela. Et pour la communauté internationale, la solution c'était d'aller aux élections, confirmer la victoire d'un camp ou de l'autre, de sorte que ça prenne fin. Mais les gens ont dit, on s'en fout, on fait ce qu'on veut, on est chez nous. Mais il faut accepter, les autres ont été obligés de se battre. Au départ, les Djoula, comme on dit, n'étaient pas armés. Ils n'étaient pas armés. Si vous voyez, j'ai rappelé l'épisode du charnier de Yopougon. Les gens oublient trop facilement. Le jour, par exemple, où le président Laurent Gbagbo s'est proclamé président de la Côte d'Ivoire. C'est ce jour-là que l'histoire du charnier a commencé. Et je me suis entretenu avec un professeur de la faculté de médecine. Il m'a dit, bon, quand on veut contester certaines choses, ce n'est pas des choses qui se prouvent scientifiquement. Il dit, vous prenez les registres d'entrée. Quand quelqu'un va au CHU, bien dans un hôpital, il y a un registre d'entrée. On enregistre son nom, on enregistre la raison pour laquelle il vient aux soins. Il dit, vous prenez les registres des CHU. 99% des noms que vous allez relever, le jour où M. Laurent Gbagbo s'est proclamé président, 99% des noms sont Djoula. Ça, c'est un fait. C'est un fait. Les gens étaient blessés et on motif blessure à l'âme blanche, blessure par balle, etc., etc. C'est clair. Donc le travail que j'ai fait en fait est scientifique. Ce n'est pas un travail, c'est pas trié en fait. Voilà. Je ne prends pas position. C'est un travail de journaliste.
on a le choix. Aujourd'hui, on est un peu au même stade où on était avec le président Félix Houphouët-Boigny lorsqu'il était en fin de mandat. On avait le choix entre poursuivre ce que Félix Houphouët-Boigny avait fait et tout détruire. On a choisi de tout détruire. On a perdu combien d'années? Aujourd'hui, on se retrouve avec des infrastructures que les autres pays nous envient. Le président Alassane Ouattara a réalisé beaucoup de choses, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas. Il ne va pas démonter ses ponts pour partir, il ne va pas démonter ses routes pour partir avec, il ne va pas démonter la sécurité pour partir avec. Tout ce qu'il a mis en place, la justice aujourd'hui, pour corriger tout ce qui n'allait pas au niveau de la douane, des impôts, il ne va pas tout remettre à plat pour partir. Mais ça revient aux Ivoiriens de poursuivre cela. Que ce soit avec lui ou sans lui, qu'il soit candidat ou pas, là n'est pas le problème. Parce que quand on dit qu'il y a un problème si Ouattara est candidat, moi je dis quel est le problème? Est-ce qu'il a empêché quelqu'un d'être candidat? Le problème se trouve au niveau des électeurs. C'est la population qui décide. Si M. Ouattara peut se présenter 10 fois, si la Constitution le permet, qu'il le fasse. Est-ce que les gens vont voter pour lui? Ça dépend des Ivoiriens. Que la population choisisse un candidat en fonction de ce que cette personne peut faire pour poursuivre ce qui a déjà été fait.